Le ravin de la Truyère. Depuis la route qui longe la Truyère, le village de Puyzac semble tout près. Il dresse ses quelques maisons sur un escarpement rocheux à 1 kilomètre à peine à vol d'oiseau. Mais pour s'y rendre, c'est autre chose. Il faut prendre un mauvais chemin qui serpente, monte et redescend. Il y a 2 heures de marche au moins. Mais à part le facteur qui aurait l'idée de se rendre à Puyzac, c'est un village qui se meurt en cette année 1946. Les 5 familles qui l'habitent encore doivent se déplacer pour les achats indispensables. La ferme Duchet est l'une des plus importantes de la commune de Puyzac, une 50aine d'hectares, où poussent des céréales pauvres et où paissent des moutons entre les cailloux. Quant aux propriétaires, ils sont tout aussi rustiques que leur ferme. Henri Duchet, le père, 55 ans, maigre, flottant dans son pantalon de velours, la peau ridée par l'air et le soleil, plus que par l'âge. Marie-Pierre, la mère, 50 ans, petite, insignifiante, toujours habillée comme une servante. Germaine, la fille unique, 25 ans, un grand cheval sans aucune grâce, mais qui n'a pas son pareil pour les travaux quotidiens. Il n'y a que René qui ne soit pas comme les autres. Il faut dire qu'il n'est pas de la famille. C'est le mari de Germaine, le gendre. Il n'est même pas de Puyzac. Il est de Saint-Albin, à 15 kilomètres de là. Autant dire que c'est un étranger. René est un garçon soigné, avec ses cheveux en brosse et son visage bien rasé. Il a toujours à cœur d'avoir une chemise propre, et il lit le journal. 2 caractéristiques qui semblent franchement incompréhensibles au Duchet, parents et filles. Non, on n'apprécie guère René à la ferme, et d'autant moins que ce 7 juin 1946, à la suite d'une remarque du père Duchet sur son peu d'ardeur à l'ouvrage, René a décidé de faire la grève des bras croisés. Il a été s'enfermer dans la bergerie et il n'en bouge plus. Aussi, à la ferme, c'est un véritable conseil de famille qui se tient. Le père Duchet tape du poing sur la table. C'est un bon à rien, il ne gagne pas son pain. Marie-Pierre Duchet regarde sévèrement sa fille. Tu aurais dû te rendre compte qu'il t'a épousée à cause de la ferme. Il s'est dit qu'un jour ce serait lui le maître, et que, forte comme tu es, il n'aurait qu'à te regarder que travailler. Germaine ne défend pas son mari, bien au contraire. Pour sûr que c'est un bon à rien. Je passe mon temps à lui répéter que c'est un propre à rien. Le père Duchet prononce alors sans élever la voix. Les bouches inutiles, il faut s'en débarrasser. Il se fait un grand silence dans la salle commune de la ferme. Germaine demande simplement. Tu as une idée de la manière? Le père Duchet répond de la façon la plus naturelle, comme s'il s'agissait de tuer le cochon. Tu es la plus costaud de nous 3. C'est à toi de faire l'ouvrage. Tu vas prendre la pelle et tu iras le voir, comme si tu voulais faire un arrangement avec lui. Tu l'assommeras dès qu'il aura le dos tourné. Après, je t'aiderai à le transporter au ravin de la Truyère, là où les morts ne remontent pas. Germaine Duchet ne répond rien. Elle quitte la ferme, va prendre la pelle dans la cour et se dirige vers la bergerie en appelant. « René, René, viens donc voir !» Et la nuit venue, Germaine tenant les bras, le père Duchet tenant les jambes, le corps de René est jeté dans le ravin de la Truyère, là d'où les morts ne remontent pas. À Puyzac, la disparition de René n'étonne personne. Est-ce qu'il s'est enfui, comme le prétendent sa femme et ses beaux-parents, ou bien s'agit-il d'un départ beaucoup plus définitif? Allez savoir. 2 ou 3 personnes murmurent entre elles. Ce serait peut-être plutôt sous terre qu'il faudrait le chercher. Mais les réactions s'arrêtent là. Pas question en particulier de dire quoi que ce soit aux gendarmes, lorsqu'ils arrivent à Puyzac pour leur enquête. Alors on est 5 familles à vivre ensemble toute l'année, au milieu d'un village quasi abandonné, on ne va quand même pas se dénoncer les uns les autres. L'enquête ne donne rien. Pourquoi ne pas croire les Duchet lorsqu'ils affirment que René est parti? Parce qu'il ne s'entendait plus avec Germaine. Le brigadier conclut en s'en allant. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, il vous donnera de ses nouvelles. 15 décembre 1946. Le père Duchet va ramasser du bois près de la Truyère. Il fait particulièrement froid depuis quelques semaines, et il n'y a plus rien à mettre dans la cheminée. Le soir, il n'est toujours pas rentré. Inquiètes, Marie-Pierre et Germaine partent à sa rencontre.
Elles appellent sans recevoir de réponse. Soudain, Germaine pousse un cri. Là, dans la lumière de la lampe à pétrole, une forme sombre recroquevillée sur la neige. Henri Duché est mort depuis plusieurs heures déjà. Il a la tête couverte de sang gelé. Autour de lui, son fagot éparpillé. Il a dû glisser sur une plaque de glace et se fracturer le crâne avec une pierre. Marie-Pierre se signe devant le corps de son mari et dit d'une voix apeurée. On ne dirait pas qu'il s'est fait ça en tombant. Germaine, elle, ne dit rien. Elle éprouve un malaise indéfinissable. 6 avril 1947. Germaine Duché, qui rentre avec ses moutons, est surprise de ne pas voir, comme à l'accoutumée, sa mère devant la cheminée en train de préparer le repas. Le feu n'est pas allumé, alors qu'à cette heure-là, d'habitude, la soupe est déjà fumante. Prise d'un terrible pressentiment, Germaine explore les environs. Ce qu'elle craignait est arrivé. Marie-Pierre est là, dans la mare au canard, la tête dans l'eau. Elle est morte. Elle a eu un malaise, elle est tombée, elle s'est noyée. À moins que quelqu'un ne l'ait poussée et lui a maintenu la tête sous l'eau. Germaine a un sursaut. Elle veut chasser la pensée affreuse qui lui vient. Ce n'est pas possible, on ne remonte pas du ravin de la Truyère. Depuis qu'elle est enfant, elle a entendu des histoires terribles à propos des guerres de religion, des bandits de grand chemin. Tout récemment, à la Libération, elle sait bien que les maquisards ont fait disparaître plusieurs dizaines d'Allemands et de collaborateurs dans le ravin de la Truyère. On murmure même que des gens en ont profité pour régler des comptes, qui n'avaient rien à voir avec la résistance. Pourquoi, seul parmi ces assassinés de toutes les époques, René remonterait-il? Il était mort quand elle l'a jeté, elle en est sûre. Un coup pareil aurait tué un bœuf. Pourtant, en allant au village demander de l'aide, Germaine Duché n'a qu'une pensée, ne plus être seule à la ferme. Sinon, elle sent qu'elle va devenir folle. 11 mai 1950. Il est 7 heures du soir. Germaine Duché et Charles Hébert ont une discussion tendue dans la grande salle de la ferme. Germaine a l'air particulièrement nerveuse. Gilbert n'est pas rentré. Je suis sûre qu'il lui est arrivé malheur. Charles Hébert se verse un verre de vin. Allons donc, il se sera attardé aux billes avec les gamins, comme tous les dimanches. J'ai peur, je te dis. Charles Hébert ne répond pas et Germaine pousse un soupir. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle s'est résolue à se mettre en ménage avec Charles, le fils de ses voisins, tout de suite après la mort de sa mère. Mais il n'y a guère de choix dans les garçons de Puisac, et pour rien au monde elle ne saurait rester seule. Quelques mois plus tard, elle a même décidé d'engager Gilbert Ménil, un berger de 20 ans, pour s'occuper des moutons. Gilbert est un attardé qui a l'âge mental d'un enfant de 7 ans. C'est pourquoi il passe tous ses dimanches à jouer aux billes avec les gamins du village voisin. Germaine saisit le bras de son compagnon. « Charles, il faut faire quelque chose. » Cette fois, Charles Hébert l'envoie promener d'une bourrade. « Laisse-moi tranquille avec tes histoires. Et d'abord, le René, t'avais qu'à pas le jeter dans le ravin. » 15 jours plus tard, le 26 mai 1950, des campeurs découvrent le cadavre de Gilbert Ménil flottant sur les eaux de la Truyère. Il porte une plaie au sommet du crâne. Bien sûr, il a pu se faire cette blessure en roulant contre les rochers après être tombé à l'eau. Mais est-ce absolument certain? D'autre part, que venait-il faire au bord de la Truyère? Il n'y allait jamais. Il ne savait pas nager. Et comme beaucoup de simples d'esprit, il avait peur de l'eau. C'est ce que Germaine Duché explique aux gendarmes venus enquêter à la ferme. Le brigadier conclut. D'après moi, il s'est donné la mort. Il n'était pas bien normal, ce garçon. Dites donc, madame Duché, vous n'avez pas peur pour vous-même? Germaine Duché grimace un sourire avec ses dents chevalines. Moi, peur? Pourquoi? Eh bien, la disparition de votre mari, l'accident de votre père et de votre mère, et maintenant votre berger. Il y a un sort sur cette ferme. Moi, à votre place, je ne serais pas tranquille. Germaine Duché est trop remuée pour pouvoir répondre, pour dire quelque chose. Charles Hébert lance d'un ton bougon. Nous, on ne croit pas au sort. 1er août 1950. Un peu plus de 2 mois se sont écoulés depuis la mort de Gilbert Ménil. Il fait une chaleur torride. Une forme titubante s'avance dans les rues désertes de Puisac, s'accrochant aux murs délabrés des maisons en ruine. Enfin, elle frappe à une porte. Un homme vient ouvrir. C'est lui, Brouillac, le maire de Puisac.
Il reconnaît Germaine Duché. Elle a le visage décomposé. Elle est grisâtre. Elle parvient à articuler. « Un docteur, on nous a empoisonnés. Charles est en train de mourir. » Secourus, Germaine et Charles sont transportés à l'hôpital le plus proche, celui de Mende. Si Germaine Duché est dans un état relativement satisfaisant, Charles Hébert reste plusieurs jours entre la vie et la mort. Quoi qu'il en soit, pour tous les deux, les symptômes sont les mêmes, empoisonnement à l'arsenic. Mais qui a pu faire cela? Charles et Germaine, qui, comme les autres habitants de Puisac, vivent pratiquement en circuit fermé, n'avaient vu personne depuis des semaines. Sur son lit d'hôpital, la fille du chef précise au brigadier les circonstances de l'empoisonnement. « C'est tout de suite après qu'on eut pris le repas de midi. Qu'est-ce que vous aviez mangé à déjeuner? Des tomates, une soupe aux légumes, même que c'était la première fois de l'année qu'on mangeait nos légumes. » Retournés sur place à la ferme, les gendarmes n'ont eu aucune difficulté à découvrir la machination criminelle. La ferme du chai est alimentée par 2 canalisations d'eau. La première conduisant au bâtiment lui-même est destinée à la consommation et aux besoins domestiques. La seconde, qui circule à travers les champs, est destinée à l'arrosage. C'est dans le réservoir de distribution de cette dernière que les gendarmes découvrent un sac d'arseniaque de plomb. Oui, un plan particulièrement habile. Il permettait en quelque sorte de tuer à retardement. Pendant plusieurs semaines, les occupants de la ferme arrosent les légumes avec une eau saturée d'arsenic, et ils ne sont empoisonnés que lorsqu'ils mangent leur récolte. Le brigadier raconte ses conclusions à Germaine Duché, toujours sur son lit d'hôpital. « Madame Duché, il s'agit de quelqu'un qui vous en veut à mort et qui est prêt à tout. Une telle préméditation n'est pas courante. Voyez-vous de qui il peut s'agir ?» Germaine est devenue livide. Elle est incapable de répondre. Le brigadier insiste. « Vous n'avez rien à craindre, nous sommes là pour vous protéger. » La fermière tremble comme une feuille. Elle murmure. « Contre lui, vous ne pouvez rien. » Comme le brigadier affiche un air d'incompréhension, Germaine Duché ajoute. « Je peux tout vous dire, je préfère, j'ai trop peur. C'est René, mon mari. » Et elle raconte tout. Arrêtée, Germaine Duché se retrouve 15 jours plus tard devant le ravin de la Truyère. Mais elle ne regrette rien. Tout plutôt que de vivre avec cette peur au ventre en compagnie de ce spectre qui rôdait autour d'elle. Une centaine d'habitants de la région sont aux côtés de Germaine, car ce qui va se passer est un spectacle à ne pas manquer. Sur ordre du juge d'instruction, les pompiers vont descendre pour la première fois dans le ravin de la Truyère. 2 échelles de corde sont lancées. Plusieurs hommes s'enfoncent les uns derrière les autres. Germaine Duché connaît d'avance le résultat. Ils ne trouveront rien. René n'est pas mort. Il est quelque part dans les environs, peut-être tout près. Elle a presque hâte de se retrouver en sécurité dans sa prison. 2 heures s'écoulent. Les pompiers remontent enfin avec un sac de toile. Ils le déposent devant Germaine, l'ouvrent. René est là, ou du moins ce qu'il en reste. Un misérable squelette au crâne brisé par le terrible coup de pelle. On reconnaît le pantalon bleu et la chemise blanche qu'il avait le jour du meurtre. René n'était pas remonté du ravin de la Truyère. Pendant 4 ans, Germaine Duché avait eu peur pour rien, et elle venait d'avouer pour rien. Germaine qui demande dans un souffle « Mais alors, qui ?» Qui? C'est la question que ne cessent de se poser les gendarmes les jours suivants. La mort du père, celle de la mère Duché et du berger, Gilbert Ménil, n'étaient des crimes que dans l'esprit troublé de Germaine. Mais l'empoisonnement à l'arsenic ne peut pas être de l'imagination. Le sac d'arseniaque de plomb n'est pas venu tout seul dans le réservoir. Quelqu'un a tenté de tuer Germaine Duché et son compagnon Charles Hébert. Alors encore une fois, qui, dans cette campagne perdue, où chacun vit replié sur lui-même? La réponse, c'est un enfant qui l'apporte 1 semaine plus tard. Le petit Pascal se présente en compagnie de son père à la gendarmerie. L'enfant a l'air très intimidé. Son père l'encourage à parler. « Allez, répète ce que tu m'as dit. C'est important. » « Oui, c'est important. C'est la clé du mystère. »« C'est en jouant aux billes avec Gilbert. Il m'a dit « Mes patrons sont des méchants. La maîtresse a tué son mari. Je l'ai entendu dire à monsieur Charles. Alors je leur ai joué un tour. » Le brigadier questionne. « Il t'a dit quel tour ?»
Non. Je lui ai demandé, il m'a répondu seulement à bon tour. Mais en partant, il m'a dit « j'aurais pas dû ». C'est ce jour-là qu'il s'est jeté à l'eau. Oui, jeté à l'eau. Maintenant, les choses étaient parfaitement claires. Un berger simple d'esprit surprend un aveu de meurtre. Par punition, il jette de l'arsenic dans le réservoir d'eau d'arrosage. Mais inquiet de son geste et se sentant coupable, il va se noyer. C'est tout. À son procès, Germaine Duché a été condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de son mari. Dans un sens, si elle avait eu si peur et avoué, c'est bien parce que René était sorti du ravin de la Truyère, sous la forme du remords.